Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Le régime algérien a toujours carburé à l'incantation marabout politique, maraboutobolistique, à la profession de foi pseudo-révolutionnaire, à la démagogie primaire, à la récupération mémorielle, et en un seul mot, au mensonge. Ce régime est passé maître dans l'art de purger les mots de leur sens, de les attifer d'oripeaux trompeurs et d'ériger des façades potemkines derrière lesquelles triomphe la laideur et la désolation, où sévit le saccage et où résonnent les cris de douleur, où la surface du marécage crève en bulles pestilentielles qui laissent imaginer les fonds vaseux et les présences visqueuses. En 1962, les Algériens étaient environ 9 millions et plus d'1 million de pieds noirs qui avaient précipitamment quitté le pays. Mais l'administration coloniale avait laissé une infrastructure de grande qualité, dans tous les domaines. Des écoles construites aux normes, des routes bien entretenues sur tout le territoire, des hôpitaux et tout ce qui devait servir le million de pieds noirs et une partie de la population autochtone avec eux. Oui, nous ne le dirons jamais suffisamment, ce qui a été construit en Algérie par la France coloniale ne relève pas de cette logique positive du colonialisme dont le président Sarkozy nous rebattait les oreilles. Ces réalisations étaient en grande partie destinées à la population européenne qui vivait dans ce pays. Mais ces infrastructures avaient le mérite d'exister. À côté de nombreuses autres, comme les salles de cinéma, plus de 500 en 1962, des théâtres, des jardins publics dans toutes les villes, des plages de rêve, des places publiques, des villes gérées avec soin, où l'urbanisme et la voirie n'étaient pas que des mots. Une administration aux normes de la métropole et des services excellemment bien rodés, comme celui de la Poste, de l'électricité et gaz d'Algérie, des ports, des aéroports, du chemin de fer et une infinité de servitudes qui permettaient à l'Algérie de rester un très beau pays, malgré la misère et la pauvreté qui éprouvaient la majorité de la population. Les hôpitaux que la France coloniale nous avait laissés, il y a 60 ans de cela, étaient de vrais hôpitaux, très bien tenus, et qui fonctionnaient aux normes des meilleurs hôpitaux du monde. 60 ans plus tard, et des milliards de dollars plus tard, j'allais dire des milliers de milliards de dollars plus tard, engrangés seulement grâce au pétrole et au gaz, ce sont les mêmes hôpitaux qui continuent de recevoir les patients du même pays, à la différence que les 9 millions d'Algérie sont passés à 45 millions. À la différence que la gestion de ces mêmes hôpitaux a reculé d'1 siècle et que le niveau des administrateurs et des pouvoirs publics a régressé à un point qu'il n'est même pas possible de pouvoir évaluer. Les autres hôpitaux, ceux qui ont été construits après l'indépendance, sont à l'image du régime qui a volé l'indépendance du pays.
des bâtisses de piètre qualité, qui font eau de toutes parts et qui manquent cruellement du strict minimum. En un mot, et si nous devions qualifier l'inqualifiable situation provoquée par ce régime, c'est la faillite. La faillite. Une faillite à l'image des innombrables autres faillites de ce régime qui a ravagé tout ce qu'il a entrepris d'administrer, sans aucune exception. Il n'y a rien que ce régime ait touché et qu'il n'a pas dévasté. Rien. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Des mouroirs au sens réel du terme. Les gens qui ont la malchance d'y être admis y courent le vrai risque d'y trépasser. Des malades innombrables y ont été littéralement assassinés, puisqu'elles auraient dû et elles auraient pu être sauvées si elles avaient disposé de soins juste appropriés. Rappelez-vous ce très récent, ce très tragique épisode du manque d'oxygène en plein pic de la Covid. Quand des milliers de gens mouraient d'asphyxie par manque d'oxygène. Vous imaginez un peu? Des gens qui meurent étouffés dans des hôpitaux juste parce que les pouvoirs publics, parce que l'État n'a pas su gérer la production et l'acheminement de l'oxygène vers les hôpitaux. Des milliers de médecins ont fui le pays pour des horizons moins cauchemardesques, environ 20 000, 15 000 pour la seule France. Et pareil pour le personnel paramédical qui fait le bonheur des hôpitaux occidentaux. Certains à un âge relativement avancé, non pas seulement pour des motifs matériels, pour aller vers des pays plus développés, mais aussi pour pouvoir exercer honorablement leur profession, pour pouvoir soigner, pour pouvoir faire leur noble métier dans des conditions juste normales, pour ne plus être les témoins impuissants d'une immense et sinistre anarchie. Pourtant, malgré ce tragique naufrage d'un secteur parmi les plus vitaux et les plus sensibles de l'État, les mafiocrates qui ont fait main basse sur le pouvoir en Algérie ne craignent pas de marteler et de marteler encore que le secteur de la santé en Algérie est l'un des meilleurs du monde, l'un des meilleurs au monde, en tous les cas le meilleur d'Afrique et du Maghreb. Et le comble du cynisme est que celui qui a osé une telle outrance, une telle absurdité, une telle injure à tous les Algériens, est allé soigner ces petits bobos en Allemagne pendant des mois. Je dis petits bobos parce que je n'ai fait que reprendre la déclaration du même personnage qui a affirmé être parti en Allemagne se soigner de la Covid. Or, le Covid se soignait très bien dans les hôpitaux algériens, en principe, particulièrement lorsqu'on est chef d'État. Si c'est bien du Covid, si c'est bien pour le Covid qu'il est allé se soigner, le Covid peut très bien se soigner. Bon, pas pour tout le monde, bien sûr, parce que des milliers de gens en meurent par faute d'oxygène. Mais un chef d'État qui se soigne de la Covid dans un hôpital algérien, je crois il aurait pu être normalement soigné, si c'était bien du Covid qu'il était question. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره.
ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. Le désastreux état de santé de la santé en Algérie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir avec nous le docteur Hussein Ait Mohand, médecin infectiologue, docteur Nora Bekouch, médecin et hirakiste connu sur la place de Paris, docteur Tarek Arab, médecin à Paris, docteur Abdelhamid Mhenni, médecin et directeur de recherche à la faculté de médecine de Genève. Et nous allons commencer par le docteur Hussein Ait Mohand qui ne pourra pas être avec nous durant toute l'émission, qui nous a demandé de le libérer. Il est tenu à des engagements qu'il ne pouvait pas remettre à plus tard. Docteur Hussein Ait Mohand, merci d'être avec nous. Merci, Si Ben Chenouf. Bonsoir à tous mes confrères et tous les auditeurs et les téléspectateurs de Maghrébia. Merci. Alors, puisque vous ne pouvez pas rester longtemps avec nous, nous allons aller directement au cœur du sujet. Votre sentiment en tant que médecin, vous qui avez travaillé de très longues années en Algérie, un peu partout, qui avez exercé aussi à l'étranger, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette situation de la santé publique qui prévaut dans notre pays? Écoutez, Monsieur Benchenouf, intervenir après vous, c'est toujours un peu difficile parce que vous tracez un tableau très détaillé, très juste, très honnête, et que nous, après, il ne nous reste pas beaucoup à révéler. Mais on va vous donner notre sentiment profond. En tout cas, moi, je donnerai mon sentiment profond. Et je l'ai retrouvé dans ce que vous avez dit. L'Algérie est en faillite surtout. La santé ne peut pas échapper au marasme général de l'Algérie. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous dire qu'est-ce qui fonctionne bien en Algérie. Il y a une seule chose qui fonctionne bien en Algérie, c'est le beau soleil qui se lève chaque jour et qu'on mérite peut-être même pas, puisqu'on n'est pour rien dans la qualité du soleil. Sinon, la santé, elle a eu des heures de gloire, vous l'avez déjà dit, et même la population aussi reconnaissait la qualité des soins qui sont faits dans toutes les régions d'Algérie. Mais il y a des périodes où il y a eu quand même une ébauche de progrès dans la santé. Notamment, il y a eu deux grands professeurs qui sont algériens à 200% chacun. C'est le professeur Larbaoui, tous les deux ils travaillaient chez Ibn Msous, et le professeur Chollet, d'origine française, qui a formé des séries et des séries de médecins qui ont lutté de bout en bout, coupé l'Algérie en deux, et à partir d'Alger et l'Ouest, c'était Cholet, et d'Alger jusqu'à la frontière tunisienne, c'était l'Arbaout. Et bien la tuberculose, elle a été presque partie en Algérie. Il faut dire qu'elle est revenue par le canal du Sud, les subsahariens qui sont revenus, comme ils nous ont ramené le site, etc. Mais on ne va pas tout mettre sur l'étranger. Et puis après, à partir de 80, on commençait à couler. Mais l'Algérie, comme l'a dit Fellag un jour, l'Algérie, quand elle coule pas doucement. Les pays du monde entier coulent blanc, les empires, de tous les empires dans l'histoire de l'humanité. Mais nous, quand on coule très très vite. Et puis, vous allez voir, il était question, même actuellement, Rana, les soins primaires, dans le monde entier, c'est des soins de base. Eh bien, ils n'existent pas partout en Algérie. Pourtant, c'est l'ABC de la médecine. Les soins intermédiaires, de grandes difficultés dans toutes les villes. Il n'y a pas une seule région d'Algérie qui ne se plaint pas de son système de santé. Une seule région
qui va dire qu'il m'a égoulé. Et Tebboune, là, par exemple, est-ce qu'il a le droit de continuer à nous vacciner avec le meilleur truc d'Afrique et tout ça? De quel droit il bat les chats? Mais quand il a dit ça, alors qu'il est parti se faire soigner en Allemagne de la Covid, nous dit-on, est-ce qu'il était nécessaire d'aller en Allemagne plusieurs mois? Je ne me rappelle pas exactement de combien il est resté. 3 mois il est resté. 3 mois. Juste pour la Covid, est-ce que vous pensez que c'est crédible ce qu'il est en train de nous dire? Est-ce que la Covid ne peut pas se soigner en Algérie, qui n'a même pas besoin d'aller à l'hôpital d'ailleurs, puisqu'il n'a pas été intubé? Stop, c'est un secret d'État. Ah, d'accord. Une connerie qui m'a dit, pourquoi laisser 3 mois? Qu'est-ce qu'il a eu? Même l'Algérien n'a pas le droit à cette information. Il y a Adjaba, comme si c'était un secret, enfin secret tebbounien ou la polychinelle. C'est incroyable. Un président qui va se soigner ou à la NES. Mais qu'est-ce que c'est que ce président? Mais quelle est une chose, monsieur Benchenouf, il faut dire quand même que comment dirais-je, l'habitude, il a été débuté par notre grand Manito qui s'appelle Boumediene. N'oubliez pas qu'il a été, ils l'ont renvoyé un mois avant sa mort. C'est en Union soviétique. Chedli, il a été une petite sciatique, je crois, un truc comme ça. Il a été se soigner en Belgique, sans compter Tebboune ou bien sûr le grand Manitou Bouteflika qui passait son temps en Suisse et en France, etc. Mais il y a mais Hussein Mohamed, pourquoi n'ont-ils pas construit des hôpitaux avec les milliers de milliards qu'ils ont dépensés? Pourquoi n'ont-ils aujourd'hui que les hôpitaux laissés par la France coloniale et quelques autres petits hôpitaux très mauvais, au point où nous allons le montrer tout à l'heure, le ministre de la Santé lui-même vient démentir puissamment son propre président pour dire nous, la plupart de nos CHU, centres hospitalo-universitaires, ça veut dire le cœur battant de la santé publique, nos hôpitaux sont vétustes et inadaptés à l'exercice d'une médecine moderne. C'est comme ça qu'il a dit. Pourquoi est-ce qu'ils ne construisent pas des hôpitaux, tout simplement, qui puissent permettre de soigner les Algériens de façon correcte? Alors, Monsieur Benchenouf, sans rentrer dans une politique politicienne et tout ça, il faut voir où ils ramènent les soins. Ils ont construit à coup de milliards, d'où sont venus les milliards des cliniques privées en Algérie. Les scanners qui sont partout en Algérie, Zama privés. Il y a toujours des grosses fortunes derrière. Toutes les entreprises de santé qui sont faites, avec des cliniques avec plusieurs étages, tout le monde connaît Tizi Ouzou, tout le monde. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a 2 bijoux des hôpitaux à Tizi Ouzou, un le sanatorium de très bonne qualité et celui de la ville de Tizi Ouzou, mais aussi on a 2 ou 3 cliniques de niveau californien. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir qu'il y a des grosses fortunes militaires et civiles derrière le truc. Alors, s'il y a une médecine de qualité pour les riches et pour les riches seulement à travers ces cliniques, pourquoi alors se soignent-ils à l'étranger sur les frais, sur le dos du contribuable et du salarié et du cotisant? En tout cas, je vous rejoins, M. Benchenouf. Les seuls satisfaits en Algérie de la qualité de leur check-up qu'ils font régulièrement à l'étranger, c'est les militaires en priorité, les hauts gradés, parce que les militaires les épaulettes, le général est autour du général, des généraux. Il y a les ministres pistonnés qui se soignent tous à l'étranger avec leurs smala, leurs enfants, leurs frères, etc. Il y a bien sûr le président qui donne l'exemple, mais tout le reste des Algériens se plaignent. Il y a quand même encore des Algériens qui vont payer en Europe, mais la majorité des responsables qui sont contents de leur check-up et de leurs résultats,
c'est ceux qui sont riches. L'Algérien, les Habbled ou les qui se cassent la tête, qui sont encore des gens valables en Algérie, ils trouvent des difficultés comme lambda dans tous les hôpitaux d'Algérie. Et qu'est-ce que vous pensez des Algériens qui vont très nombreux se soigner en Tunisie, notre voisin, sachant qu'il y a quelques années seulement, c'était les médecins tunisiens, les Tunisiens qui venaient faire leurs études dans les facultés de médecine algériennes, et c'était les Tunisiens qui venaient à un certain moment se soigner en Algérie. Comment expliquez-vous ce reflux, ce rebours, cette inversion de la conjoncture, puisque maintenant, les Algériens, beaucoup d'Algériens, pour certaines maladies, on arrive à vendre leur maison, à vendre l'or de la famille pour pouvoir aller se soigner en Tunisie. Je connais personnellement le cas de plusieurs personnes dans cette situation. Mais ce que vous dites est d'une brûlette actuellement, M. Benchenouf. Que ce soit les gens qui vont se soigner en Tunisie, que ce soit aussi et encore, c'est pas n'importe qui va en Tunisie, comme vous dites, il faut vendre les bijoux de famille pour pouvoir se soigner. Et ceux qui partent en Turquie, depuis quand la Turquie est une puissance sanitaire? À Slasbois, ils ont fait des progrès, ce qui est vrai, ils ont beaucoup fait de progrès. Mais est-ce qu'il y a une équipe où il y a des journalistes algériens qui ont fait une enquête sur la qualité des soins prodigués aux Algériens, combien de morts, parce que moi j'en connais aussi plein de morts qui sont morts en truc. Je ne dis pas que c'est les Turcs qui les ont tués, non, mais je veux dire, il faut être scientifique. Il a qu'un 5000 bonhommes par an, ou je ne sais pas combien en Turquie. Quelle est la pathologie majoritaire qu'on soigne en Turquie? Quels sont les résultats, etc. Il y a énormément de gens valables en Algérie qui peuvent se greffer à cette équipe d'enquête, qui vont voir, il a qu'un ça. Il est un ça, marhaba. Toute personne sauvée en Turquie, on remercie les Turcs d'avoir fait ça. Mais s'ils partent pour revenir avec une ordonnance que n'importe quel médecin algérien peut prescrire ces médicaments et en plus le suivi, pourquoi alors partir en Turquie? Et puis aussi, on dit que la France maintenant refuse. Et c'est un peu suspect tout ça. Pourquoi la France a refusé les prises en charge algériennes? Pourquoi l'Algérie est pas? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt occulte aussi de certains oligarques algériens en Turquie? Donc toutes ces questions, mais je voudrais ne pas passer à côté d'une chose qui me tient à cœur, qui j'espère voir réalisée dans mon pays avant que je ne meure, c'est la recherche. Ça fait 60 ans qu'il y a l'indépendance et tout ce qui se bouffe en Algérie comme médicaments, comme stratégie thérapeutique, tout ce qui se fait, ça c'est de l'Europe qu'on puise nos connaissances. Et jamais l'Algérie n'a participé à une étude sérieuse, des bricoles comme ça. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a l'oxygène, on n'a pas été capable d'assurer de l'oxygène aux Algériens pendant le Covid. Et je vous dirais encore quelque chose d'autre. Personne ne cherche à comprendre le traitement qui a été donné aux Algériens, au Qatar et un peu partout en Algérie, l'hydroxychloroquine, dont le bonhomme, l'inventeur, entre guillemets, enfin, le truand, quoi. Parce que maintenant, il a été condamné par l'ordre des médecins, par la justice française. C'est un professeur qui est à Marseille. Je ne veux pas citer de nom, mais tout le monde sait que l'hydroxychloroquine sur le Covid n'a d'aucun intérêt. Et pire encore, il y a eu des effets secondaires à cause de la chloroquine utilisée à tout bout de champ, par exemple en Algérie. Est-ce qu'il y a une enquête? On attend toujours. Ou le pire de tous en Algérie, le pire de tout le monde, c'est Tebboune. Mais Streichi continue à dire que nous avons la meilleure santé d'Afrique. Docteur Hossein Ait Mohand, voilà. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver dans cette émission. Merci infiniment. Alors, avant de recevoir les autres invités, nous allons voir le rôle de la presse dans cette carence, plutôt la responsabilité de la presse dans cette carence, dans cette absence, dans cette vacuité, dans cette impéritie, dans cette désertion généralisée. La presse, on n'en entend pas parler dans un
phénomène pareil, dans une bérésina pareille, dans un orage pareil, la presse est littéralement absente, ou alors elle montre, elle trouve le moyen, le génie de montrer le bon côté des choses, si tant est qu'il existe quelque part. Alors, nous avons choisi de vous montrer deux scènes. Une scène de journaliste algérien avec Tebboune et une scène d'une journaliste britannique avec le Premier ministre britannique. Alors, regardez bien toute la différence dans l'attitude, dans la posture, dans la question entre les journalistes algériens et les journalistes d'ailleurs. Regardez. بريطانيا ضمنت أننا أنتم تذهبون إلى بولندا، لا تذهبون إلى كييف، لا تذهبون إلى لفيف، لأنكم خائفون، لأن حلف شمال الأطلسي ليس لديه النية بالدفاع، لأن حلف الناتو خائف من الحرب العالمية الثالثة، وقد بدأت الأطفال الأوكرانيون هم من يدفعون الثمن. لم يتم فرض العقوبات على رامون أبراموفيتش، هو في لندن، أطفاله في لندن. أولاد بوتين في هولندا. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ Vous avez vu quelle vigueur, avec quelle franchise cette journaliste interpelle le Premier ministre. Alors regardez nos journalistes avec Tebboune. انت تجي تقول سبق كان ناخذ الكوفيد مثلا اللي يحوسوا يخلقوا لها لع على شي مكان، والناس ماتوا بالاكسجين بلا الاكسجين، والناس ماتوا هذه. واحد المستشفى قالوا ماتوا فيه زوج، درنا تحريات، واحد عنده افي ناريان افوار avec الكوفيد، وواحد مات بسكتة قلبية ناريان افوار مع الاكسجين مع الكوفيد. ابسوليمون سا سي لي ميدسان. فيه دي فيديو تاع دول اخرى مصورين الناس موتى مستفينهم في دولة إفريقية، مستفينهم وقالها المستشفى الفلاني. واش راهم باغيين هذا؟ إذا ولا تمس الأمن القومي. سي بور سا كيو راه ان بول اللي تقبض لهم روحوا برك. اليوم عندنا إمكانيات باش نجيب لي زادريس اي بي لي بلو كومبليكي. عندنا جبنا الوسائل تاعنا، والقطب الوسائل راهم تحت تصرف القطب. Menace directe, et les deux journalistes qui font oui, ils menacent direct d'aller chercher jusqu'aux IP pour savoir qui a publié quoi. Et les deux journalistes qui font oui, comme ça. Bon. Alors, docteur Abdelhamid Mhenni, directeur de recherche à la faculté de médecine de Genève, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et à vos invités, aux téléspectateurs et à l'équipe de Al-Magharibiya. Je profite de l'occasion juste pour exprimer tout mon soutien aux prisonniers de conscience qui sont en grève de la faim. Et je leur dirais que je suis de tout cœur avec vous et franchement, j'aimerais bien vous voir libres parce que c'est inadmissible la situation dans laquelle ils y sont. Alors, voilà. Alors, pardon, merci. Alors, avant de vous laisser la parole, j'insiste que j'aimerais que nous fassions des tours de micro un peu dynamiques, un peu moins de 3 minutes chacun pour pouvoir tourner assez vite et examiner plusieurs questions. Donc, si vous pouviez un peu synthétiser vos interventions. Mais avant, nous allons parler, je vais vous donner à voir plutôt ce qu'a déclaré le professeur Lakhdar Griyan, très courageux professeur, qui savait ce qu'il risquait et qui s'y est risqué, qui a dit ce qu'il fallait dire, qui a pris sa responsabilité. Il était doyen de la faculté de médecine d'Alger et après ce qu'il a dit, ce que vous allez entendre, il a été limogé. Nous allons écouter, je reviens à Dr Abdelhamid Mhenni. De médecine d'Alger, où nous subissons depuis début juillet de très très grandes difficultés d'alimentation en eau, ce qui fait que malheureusement, nos étudiants, qui sont aux alentours d'une dizaine de milliers au quotidien, ont des difficultés à être accueillis correctement. Donc il y a le problème d'eau. Je vous assure qu'avant de vouloir m'exprimer là-dessus, je me suis longtemps
et beaucoup posaient la question, est-ce que c'est une opportunité pour le faire ou pas? Et finalement, j'ai décidé de sauter le pas, de me jeter à l'eau, encore une fois à l'eau, pour en parler, parce que la situation est grave et les actions à entreprendre sont urgentes. Donc nous n'avons pas d'eau dans les robinets, mais nous avons de l'eau au niveau de nos pieds. Nous avons les pieds qui sont immergés dans l'eau. Nous vivons un paradoxe incroyable. Dans la faculté de médecine d'Alger, où nous subissons depuis début juillet de très très grandes difficultés d'alimentation en eau. Ce qui fait que, malheureusement, nos étudiants, qui sont aux alentours d'une dizaine de milliers au quotidien, ont des difficultés à être accueillis correctement. Donc, il y a le problème d'eau. Je vous assure qu'avant de... Docteur Abdelhamid Menni, voilà, le doyen de la faculté de médecine d'Alger, pour avoir osé parler d'inondation. Il dit dans le même temps où il y a une sécheresse, où nous manquons d'eau, il y a une pénurie d'eau. Dans le même temps, nous sommes inondés. Il y a de l'eau partout. Nous barbotons dans de l'eau. Docteur Abdelhamid Menni, sur le sujet sur lequel vous souhaitez intervenir, avant que je vous pose des questions en particulier, je vous en prie. Il n'y a aucun problème. Écoutez, regardez. Ce monsieur, de toute façon, je le salue, ce professeur, pour son courage. Il a osé dire ce que beaucoup savent, mais qui n'osent pas le dire, y compris la presse, y compris beaucoup de médecins. D'ailleurs, malheureusement, nos chers collègues n'osent pas s'exprimer. Mais à mon sens, il a tout dit. Il y a autre chose qu'il avait dit, et il s'est même... il a eu un entretien avec un militaire qui est spécialisé dans le génie civil, etc. C'est pas dans cette vidéo, mais lui-même il l'a dit. Il a consulté cet expert, ce spécialiste, qui lui a dit que tous les bâtiments des universités sont malheureusement dans un état piteux et qu'il faudrait le plus tôt possible essayer de faire quelque chose pour pouvoir régler ce problème. Mais comme vous le savez, il le savait lui aussi, en osant dire la vérité, il va être limogé, il va être licencié de son poste. Ça, c'est triste, mais je dirais une chose. Un pays qui n'utilise pas la science pour pouvoir fonctionner, c'est un pays qui se met hors de l'histoire. Et ça, malheureusement, ce pays, il nous démontre jour après jour qu'il fonctionne sans utiliser la science, la connaissance. Et c'est triste. Il y a eu depuis quelques jours, il y a le ministre de la Santé qui est allé visiter un hôpital. Il est allé dire, oui, mais il n'y avait pas de prise d'électricité dans un bloc opératoire. Il est allé dire, mais pourquoi vous n'avez pas demandé aux médecins qui utilisent ce bloc, etc., où il faut mettre les prises et ainsi de suite. C'est triste. Et qu'est-ce que vous pensez du même ministre de la Santé qui a dit que les CHU en Algérie sont très vétustes et ils ne sont pas en mesure de permettre la pratique d'une médecine adéquate? Oui, mais vous savez que la majorité des CHU, c'est des hôpitaux que la France, vous l'avez très bien souligné lors de votre introduction, c'est un héritage de la France. La France qui l'avait effectivement, qui les a construits pour ses colons, pas pour les beaux yeux des Algériens. Mais ça reste quand même des infrastructures qui malheureusement n'ont rien subi. Certains ont subi des réparations, il y a eu des constructions, des petites extensions, des bricolages et des choses comme ça. Mais il n'y a pas à l'heure actuelle, peut-être à l'exception de l'hôpital Aïn Nadja dans lequel j'ai exercé, c'est en dehors de l'hôpital Aïn Nadja qui est un hôpital militaire. Exactement. Mais tous les autres hôpitaux, d'ailleurs, avant de déménager à Aïn Nadja, ils étaient à Bab el-Oued, à l'hôpital Mayo. L'hôpital Mayo, un hôpital militaire aussi, voilà, légué par la France, il faut rappeler. Voilà. Tous ces hôpitaux, ils sont hors de l'histoire. C'est pas des hôpitaux qui répondent aux normes internationales en matière de construction sanitaire. Mais docteur Menni, en France, il y a des hôpitaux qui sont encore beaucoup plus vieux.
qui, de certains, datent du Moyen-Âge et qui sont de grands hôpitaux mondialement réputés. Oui, mais ils ont toujours essayé d'adapter, que ce soit... vous savez, maintenant, ils construisent un plateau technique, par exemple, dans une grande ville. Ils construisent des hôpitaux avec des structures qui sont équipées, mais à la pointe de la technologie. Et puis, il y a en périphérie des hôpitaux. Une fois que le diagnostic est fait, il faut juste, par exemple, pour le traitement, pour traiter les patients, etc., pour le repos, pour la convalescence, ils les mettent dans des hôpitaux en périphérie. Mais le noyau, si vous voulez, le poumon de la santé de cette ville va être situé dans ces structures qui sont équipées, je le répète, à la pointe. Donc, alors, je me permets de vous interrompre, et je reviens à vous dans un moment. Je me permettrai de vous interrompre, vous trois, pour essayer de faire tourner le micro. Docteur Nora Bekouche, médecin, militante politique, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamaldine. Bonsoir à vous, bonsoir aux invités, aux téléspectateurs. Merci. Alors, Nora Bekouche, est-ce que les médecins algériens ont la possibilité de pouvoir exercer normalement leur métier? Une question subsidiaire peut-être, et pourquoi ne rêvent-ils presque tous, ne rêvent-ils plus que de pouvoir s'exiler, partir ailleurs, comme vous-même aujourd'hui, comme les médecins qui sont avec nous, Dr Abdelhamid Mhenni, Dr Tarek Arab, Dr Hussein Ait Mohamed, vous-même, et 20 000 autres médecins. 20 000. D'abord, est-ce qu'ils disposent des moyens suffisants pour pouvoir exercer leur art? Le médecin est important autant que... De toute façon, dans chaque métier, on a ce qu'on appelle les ressources humaines. Donc, autant que ressources humaines, bien sûr, le médecin est là. Et vous avez bien, si bien dit, ou mes camarades tout à l'heure aussi, qui ont intervenu, d'exercer leur métier. Et le métier du médecin, c'est de soigner. Mais pour pouvoir soigner, tu as besoin déjà de plein de choses avant. D'infrastructures, donc là c'est les hôpitaux, d'équipements, et après de médicaments, et on arrive après où le soin peut, à partir de tout cela, pourra éventuellement soigner son malade. Mais si on a, comme vous l'avez, le titre dit, l'état de santé de l'Algérie, elle est à l'image du pays au fait. Donc la santé est malade. Et elle est à l'image du pays qui est malade. Et donc, un médecin, malgré toute la bonne volonté qu'il a, sachant qu'on a de bons médecins, c'est vrai que la formation, même là, mes camarades également pourront le dire, on a eu jusqu'à même 2000 ou là après, moi je ne sais pas en termes de formation, mais de très bons médecins. La preuve, quand ils partent, quand ils s'expatrient à l'étranger, ils trouvent vraiment leur place. Donc un médecin, c'est pas un sorcier. S'il n'a pas les moyens de travailler et de soigner, il ne peut pas. Et si toute son énergie, là, l'intervenant qui a été limogé, le doyen, ou bien le docteur Mhenni l'a dit tout à l'heure, il gère l'eau, les prises. Un médecin, il est là en train de gérer des choses. C'est pas à lui de gérer, juste pour pouvoir un petit peu donner un minimum de soins à son malade. Ça, on ne peut pas le faire tout le temps. Et c'est ça ce qu'on voit actuellement, c'est que le médecin, il peut pas, ils en ont marre. Ils en ont ras-le-bol de prendre après même toute la responsabilité de l'état de santé, de l'état des hôpitaux, donc des infrastructures. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a en Algérie? On n'a que les ressources humaines. Donc, on a les médecins, on en a. Bon, jusque-là, ils sont partis, ils commencent un petit peu à partir, mais rien d'autre. Nora Bekouche, vous m'avez envoyé vous-même un article, je vous en remercie. Je vais me contenter d'en lire le titre seulement. L'émigration des médecins algériens, phénomène normal ou véritable exode. À votre avis, est-ce que nous sommes dans
une sorte d'exode des cerveaux algériens vers l'étranger. Et il n'y a pas que les médecins, hein, les ingénieurs, les techniciens en tout genre, tous ceux qui ont une formation supérieure ne rêvent que de partir. Enfin, quand je dis tous ceux, presque tous ceux. Est-ce que nous sommes dans une logique de bot people en commençant par nos élites? Je pense que oui, là ça s'accélère. L'immigration, ça a toujours existé. Elle existera toujours. On vit maintenant dans un monde ouvert, mais les raisons d'un départ vers l'étranger est différent. Pour les Algériens, effectivement, c'est parce qu'on a envie de vivre autre chose. Pour les médecins, parce que je suis médecin et donc je connais très bien la situation, c'est de pouvoir exercer son métier. Uniquement, c'est très difficile. Vous savez, quand on fait, quand on prend médecine, on fait médecine, c'est déjà, pour pouvoir faire médecine, il faut avoir un bac avec mention bien et même plus, donc une très bonne moyenne. Donc ça c'est la crème de la jeunesse. Donc si quelqu'un qui a un bac mention bien, c'est un enfant qui a été toujours brillant depuis le primaire. Tu peux pas arriver là et avoir un... Donc, c'est des gens qui, et après le choix de la médecine, la plupart du temps, hein, dans, je dirais, 90% ou même plus, le font par vocation. Donc, vocation, c'est de pouvoir traiter, pouvoir soigner. Si on t'enlève ça, tu peux pas, avec le temps, tu vois, alors que tu peux très bien le faire, mais c'est par manque de moyens. Le nombre de décès, de pertes humaines en Algérie à cause de manque de moyens est colossal. Donc, sur le plan psychologique et tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Un médecin, un être humain ne peut pas vivre tout le temps ça. Un médecin encore plus. Voir un malade mourir alors qu'il aurait pu très bien le sauver, c'est très très difficile. Et avec le temps, c'est très difficile de le vivre. Et donc, on a envie, s'épanouir dans son métier, de s'occuper réellement de la recherche clinique, de sa carrière, de sa... Alors, je reviens à vous tout à l'heure. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Avant de donner la parole au docteur Tarek Arab, nous allons voir deux vidéos, dont l'une qui s'est passée à Sidi Issa, l'hôpital de Sidi Issa. Et la personne qui a filmé cette scène et qui l'a diffusée sur le Facebook a été mise en prison. Alors regardez cette scène. سبيطار سيدي عيسى ها اخوتي يا سبيطار سيدي عيسى ولاية المسيلة كويسي بالعيش يا الوالي يا وزارة الصحة يا مسيو تبون يا الخرطي يا تاع الخرطي يا الناس راهم يموتوا يا الشعب راهم يموتوا يا الشعب راهم يموتوا ها الشعب راهم يموتوا ها هذا واحد ها دوك نوريكم ها شوف. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé de voir vous infliger de telles scènes, mais c'est comme ça. La situation telle qu'elle est réellement. Il faut que nous crevions cette bulle du mensonge et cette propagande, ce conditionnement des masses. Nous allons regarder l'hôpital de Constantine, vous allez voir. Vous savez, les gens qui meurent, on les met dans la morgue. La morgue est réfrigérée. C'est très, très froid pour que les corps ne se décomposent pas. Alors regardez à Constantine où on met les personnes décédées. السلام عليكم خوتي. راكم تشوفوا الموتى وين طايشين في الشمس. اللي عنده 6 ايام، اللي عنده سمانه، اللي عنده 10 ايام. ارواحوا خويا خوتي تشوفوا الناس يتعاني تقول له عطيني ندفن يقول لك ما نمدش. هاكم تشوفوا خوتي قافلين علينا الباب. راني فوق الباب وكاع نصور. هاكم تشوفوا في الحاله اللي رانا فيها. الموتى هامون يطاشوا في الشمس. لا امور لا والو، يكذب عليك اللي يقول لك الامور. ها خويا شوف بعينك. راهم سبيطار قافلين وجينا نديو الميت تاعنا عنده. Des scènes qui datent depuis le pic de la Covid. Docteur Tarek Arab, médecin à Paris, merci d'être avec nous. Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là on vous entend. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Marhaba bik.
Merci pour l'invitation. Je salue les confrères qui sont avec nous. Je salue les téléspectateurs et je suis vraiment navré de vous parler à partir de la voiture. Malheureusement, je viens de sortir du travail et donc ça a été un petit peu difficile de m'organiser. J'étais avec vous au téléphone tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer avec nous malgré votre charge de travail. Vous m'avez bien expliqué tout à l'heure. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Alors, docteur Tarek Arab, vous êtes un peu dans l'urgentisme. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Vous avez longtemps travaillé en Algérie. Vous avez même encadré des urgentistes. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire votre sentiment de ce qui se passe en général et puis nous toucher quelques mots sur l'organisation des secours, l'urgentisme, l'intervention d'urgence, de façon assez lapidaire, j'allais dire, pour faire tourner le micro assez vite. Je vous en prie. Alors tout d'abord, une pensée pour les hirakistes qui sont en grève de faim et pour les hirakistes qui sont en prison. Toute ma pensée est à tous ceux qui sont en train de souffrir actuellement du système de gouvernance et notamment le système de la santé qui est un peu défectueux. Alors, pour ce qui est d'une petite remarque, donc je suis pas à Paris, mais je suis dans le nord de la France. Exactement dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, c'est une petite remarque. Et puis, au niveau de ma spécialité médicale, donc je suis spécialisé dans le domaine de l'anesthésie-réanimation et dans l'urgence. Effectivement, je suis parti d'Algérie, je suis en France depuis 2001. Donc, je suis parti un peu comme beaucoup de médecins, suite à un ras-le-bol généralisé, et puis dans les suites des événements de la Kabylie qui m'ont beaucoup marqué. Et donc, j'ai pris le chemin vers la France. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, je me suis formé et puis j'ai passé énormément de concours, d'examens. Et donc, voilà, je me retrouve actuellement donc, diplômé depuis de nombreuses années dans ce domaine-là de réanimation et d'anesthésie et dans l'urgence. Et je forme, j'encadre aussi mes confrères algériens. J'y vais assez souvent pour encadrer des médecins dans le domaine de la réanimation, dans le domaine des urgences, au bloc opératoire, donc j'ai une idée un peu de ce qui se passe là-bas. Et voilà. Donc pour répondre à votre question, globalement, donc le système est assez défectueux dans tous les domaines de la médecine, hein, donc pas que dans le domaine des urgences ou de la réanimation ou de l'anesthésie ou des blocs opératoires, mais toutes les spécialités sont touchées et tous les plateaux techniques, malheureusement, sont très mal équipés. Les formations médicales continues sont quasiment inexistantes. Les formations du paramédical, c'est la même chose. Le métier d'aide-soignant est quasi inexistant. Les systèmes de régulation du SAMU sont pratiquement inexistants et on a du mal à comprendre un peu leur fonctionnement. Les plateaux techniques d'urgence, notamment dans le domaine cardiovasculaire, dans le domaine de la neurovasculaire, dans les domaines de l'obstétrique, sont quasiment presque inexistants. Hein. Donc je pense au domaine de neurovasculaire, par exemple les patients qui font des accidents vasculaires cérébraux, c'est très très compliqué de les prendre en charge, faute de moyens et faute de formation et faute d'absence de plateaux techniques adaptés. Les plateaux techniques de dilatation des artères coronaires, par exemple pour des patients qui font des infarctus du myocarde, c'est la même chose. Donc il n'y a pas assez de main-d'œuvre qualifiée, on va dire, dans ce domaine-là. Et les plateaux techniques sont, on va dire, vraiment pas pratiquement inexistants. Je suis désolé. Alors, une question en particulier. On parle beaucoup, surtout dans le domaine du cancer, de l'absence d'une vraie prise en charge de la douleur, comme cela se pratique dans les hôpitaux occidentaux. Qu'en est-il en vérité ? Alors, avant d'arriver à la douleur, donc, il faut déjà dépister les cancers. Donc, quand on parle de dépistage du cancer, donc on parle
la prévention. Donc là, je cible la politique de la prévention. Et ça, c'est extrêmement important d'en arriver jusqu'à traiter la douleur. Quand on parle de douleur dans le domaine cancérologique, on pense au palliatif. Donc avant d'arriver au palliatif, il faut dépister d'abord le cancer dans le stade précoce pour le traiter très rapidement. Donc la vraie question, est-ce qu'il y a un vrai dépistage, est-ce qu'il y a une vraie politique dans le domaine de la détection des cancers, notamment dans le cancer de la prostate, cancer du côlon, cancer du col utérin, etc. Donc il faut vraiment avoir une vraie politique dans ce domaine-là avant d'arriver à la douleur. Bon, pour ce qui est de la douleur, si on veut passer vers l'étape très avancée, on va dire au stade avancé malheureusement du cancer, quand on parle de douleur, effectivement, donc, là en France, par exemple, hein, on a des formations, des diplômes universitaires dans le domaine de la douleur, des capacités, des diplômes interuniversitaires, des diplômes universitaires pour former les médecins à la douleur. Et malheureusement, en Algérie, cette formation, il me semble qu'elle n'existe pas. Et puis, il faut avoir les moyens aussi médicamenteux et les moyens aussi matériaux donc, pour traiter le patient convenablement. Donc, et en matière de prévention et de détection, mais aussi de traitement, parce que beaucoup de gens se plaignent. Le professeur Bouzid, fameux oncologue, avait déclaré que je ne me rappelle pas s'il avait dit des milliers ou beaucoup d'enfants cancéreux meurent faute de soins appropriés, faute de médicaments, parce qu'il y a eu une réduction drastique dans l'importation des médicaments pour ces catégories de la population hospitalisée. Alors, est-ce que ça se passe normalement, à peu près normalement? Ça se passe très mal? Prévention, détection, traitement, examen? Alors, tout se passe... je n'ai pas très envie de noircir le tableau, mais le tableau est malheureusement noir, hein, donc on ne peut pas y échapper. Donc ça se passe mal au niveau de la chaîne dépistage, diagnostic, exploration complémentaire et traitement. Donc, en amont, déjà, tout se passe mal. Donc, courir après pour traiter le patient qui souffre de douleur et sachant qu'il a un cancer au stade avancé, malheureusement, serait la vraie bêtise qu'il ne faudrait pas faire. Donc, ce qu'il faudrait faire en amont, il faudrait dépister de façon massive tous les cancers en fonction des âges. Donc, statistiquement, on sait qu'à partir de 45 ans, il faut se méfier des cancers de prostate. À partir d'un certain âge, il faut se méfier des cancers du côlon. À partir d'un certain âge, il faut se méfier chez les dames du cancer du sein et du cancer de l'utérus. Donc, si vous ne faites rien en amont, eh ben, par la suite, vous allez vite être débordé par ces problèmes de douleur et puis un cancer qui va être multimétastasé et la mort va arriver vite et puis ça va effectivement démoraliser tout l'entourage familial. Et je me permets de vous interrompre, pardon, je reviens à vous dans un petit moment, je reviens au docteur Abdelhamid Mehenni. C'est très intéressant ce que nous sommes en train d'entendre, d'écouter. Je suis désolé de devoir interrompre à chaque fois nos invités, mais comme il faut faire tourner le micro, donc vous me comprendrez. Docteur Abdelhamid Mehenni, je vais d'abord vous faire écouter une déclaration de M. Tebboune et je vous demanderai de me dire ce que vous en pensez, parce que M. Tebboune est un peu dans les choses primaires. Hein. Il va se soigner en Allemagne, mais il passe son temps à passer la pommade aux médecins. Nous avons les meilleurs médecins du monde, nous avons le meilleur secteur du monde. Alors, écoutez bien ce qu'il va dire et je vous demanderai de me dire s'il n'y a pas quelque part du festi, du kdeb, quoi, comme on dit chez nous. Écoutons M. Tebboune. انتقاد البناء مرحبا به، حنا نناديو الشعب والمواطن والاطارات باش ينتقدوا الانتقاد البناء باش نصلح اوضاعنا. اما باش نقضي على المعنويات تاع الجزائريات والجزائريين اللي في كل القطاعات. انا نقول الاطباء نتاعنا من احسن الاطباء في العالم، وراني نقولها ماهيش باش
باش بروفوكا ريسيدونس دو بوال. اليوم الاطباء تاعنا اللي راهم في اوروبا يعتبروهم انهم من الاحسن والافضل. اذا رفعوا راسنا شويه، واش احنا كاع لا شيء ولا واش في الدنيا هذه؟ نتاثروا صح، ولكن ناثروا احنا ثاني. عندنا منظومه نحترمها، ادات ما عليها، نصلحها باش يفوت المرحله اخرى. اليوم ناسين شوف المقارنه، يجيبوا لك غير وبعض الجرايد يحوسوا غير على النقطه السوداء، ولو يكتبها جريده اللي عندها صفحه في دوله من الدول يخرجوها كمعيار كمقياس. Docteur Abdelhamid Mehni, et entre autres, il y a une vidéo que nous allons essayer de retrouver, que je vous avais envoyée, où il parle de Monsieur Ebola, le monsieur qui aurait réduit la maladie, qui serait un Algérien. Nous allons la passer tout à l'heure, Rachid est en train de la chercher. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette démagogie, de ces flatteries, et en plus, il est applaudi par le parterre, hein, qui semble être composé de médecins, semble-t-il. Vous savez, M. Ebola n'existe pas. Vous le savez, ça. Il n'existe pas. Il n'existe pas, M. Ebola. Attendez, d'abord. Nous allons la passer, il l'a retrouvée. Pardonnez-moi. Alors, cette vidéo. الله يهدي ما خلق. الأطباء نتاعنا من أحسن الأطباء في العالم، معروفين دوليا. الطقم هذا اللي راه يتبع في الانتشار الوباء، الهيئة الطبية هذه فيها 4 من أحسن الوبائيين الإبيديمولوج في العالم. فيها مسيو إيبولا اللي حارب ومعترف له دوليا من كل الدول في محاربته والقضاء على فيروس إيبولا. 4 parmi les meilleurs épidémiologues du monde seraient algériens, nous dit-il, et dont Monsieur Ebola. Ça veut dire le meilleur spécialiste dans l'Ebola du monde. Est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de nous dire? Monsieur Ebola n'existe pas. En fait, le mot Ebola désigne le nom d'une rivière qui passe au Congo. Oui, mais lui veut dire le meilleur spécialiste en termes de lutte contre l'Ebola. C'est ce qu'il veut dire. Non, mais vous avez bien compris. Nous, les médecins algériens, on n'est pas mieux que les autres et on n'est pas moins que les autres. C'est selon les moyens qu'on a, on est comme tout le monde. Et tout dépend des efforts. Oui, mais là, pardon, docteur Mehni, lui donne des précisions. Il dit nous avons 4 spécialistes épidémiologues parmi les meilleurs du monde. Il n'a pas dit 5, il n'a pas dit 6. Et il dit, nous avons le meilleur spécialiste contre l'Ebola du monde. Et au point où il lui a donné le nom de Monsieur Ebola. Ah ouais, c'est dire. Oui, mais vous savez, quels que soient les épidémiologues que vous prenez, tout dépend du pays dans lequel ils exercent. Vous prenez par exemple Tegel, celui qui était en Suède, l'épidémiologue qui avait préconisé au départ de la Covid que comme quoi il ne fallait pas mettre de masque, etc. Puis par la suite, il y a eu une casse terrible au point où il a été écarté. Vous prenez un autre épidémiologue et un virologue qui s'appelle Piot. Piot, qui travaille à l'Institut de médecine tropicale à Londres. Lui aussi, il s'occupait de l'Ebola. Ce sont des gens qui ne peuvent pas vous donner comme ça des recommandations. Ils doivent tenir compte de la société dans laquelle ils vivent. Et la société algérienne, elle est différente. Donc, il faut tenir compte de tout cela pour pouvoir stopper une épidémie ou pouvoir la contrecarrer. L'évolution, d'ailleurs, de la Covid nous montre très, très bien qu'en Algérie, ils ne suivent pas la science. Puisqu'au départ, comme il l'avait dit si bien le docteur Ait Mohand, il a dit que les médecins utilisaient la chloroquine à l'initiative, bien évidemment, du ministère de la Santé. L'hydroxychloroquine qui a été utilisée. Mais l'hydroxychloroquine, par la suite, avait démontré l'absence d'efficacité, mais en Algérie, ils ont continué à l'utiliser.
Donc, en Algérie, on n'utilise pas la science pour pouvoir... Justement, vous qui êtes directeur de recherche à la faculté de médecine de Genève, qu'en est-il de la recherche médicale en Algérie? Qu'en est-il des indicateurs de la santé? Qu'en est-il des statistiques, des bases de données? Comment ça se passe? Alors, la recherche est quasi inexistante, puisque les moyens même pour pouvoir faire une bonne recherche, il faudrait avoir les moyens aussi de soigner. Or, nous, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, on n'a même pas d'oxygène, les gens meurent étouffés. Quand vous n'avez pas les moyens, donc vous ne pouvez pas faire aussi de la recherche. Sans compter que pour pouvoir aller à la recherche, il faut aussi des connaissances, des bases de données, faire un état des lieux de la situation en Algérie, la situation épidémiologique, et avoir accès aux connaissances dans le monde. Moi, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, en Algérie, ils n'ont pas l'accès, par exemple, aux meilleures revues médicales, ils en ont très peu, ils n'en ont pas. Et sans compter que beaucoup, dans la littérature médicale, il faut être anglophone et pour pouvoir lire, etc. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas en Algérie. Il y en a certainement pas mal, un certain nombre, en tout cas, qui maîtrisent. Mais le problème, c'est qu'il faut leur donner des abonnements. C'est des accès qui sont coûteux. Je peux vous dire que juste l'université là où j'exerce, chaque année, ils payent 30 millions de francs suisses pour les accès, pour les abonnements, uniquement pour les abonnements. Alors que cette somme-là, vous imaginez, en Algérie, ils n'y mettent pas. Le pouvoir ne met pas à disposition ces moyens de formation qui sont très, très importants pour pouvoir avoir l'information, la dernière information. Et nous pouvons dire de façon aussi catégorique, il n'y a pas de recherche médicale en Algérie? Vous pouvez le dire, l'affirmer sans crainte. Sans crainte. Moi, je rencontrais des agents parce que j'allais dans des congrès européens. Aux États-Unis, j'en ai vu très peu. Je n'ai jamais rencontré aux États-Unis des Algériens. Mais je sais qu'il y en avait un ou deux qui venaient comme ça. Mais en Europe, ils venaient, mais ils proposaient c'est plutôt des études sur la clinique, et essentiellement fait à l'hôpital de Ain Nadja. Ailleurs, il y en a des gens qui font des efforts, par exemple à l'hôpital de Cuba, etc. Ils essayent de faire bouger, mais ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. En plus, en recherche, c'est des équipes pluridisciplinaires. Vous avez des biologistes, vous avez des statisticiens, vous avez pas mal de personnes qui travaillent dans cette équipe de recherche. C'est toujours une personne qui dirige, mais en fait, c'est un travail d'équipe. Et restez avec nous, docteur Mhenni, je reviens à vous dans un moment. Nous allons écouter monsieur le ministre de la Santé, et puis après lui, nous allons voir quelques images sur la répression des médecins qui ont été vraiment maltraités, brutalisés. Vous vous rappelez de ces images après la grève des résidents, hein, vous vous rappelez, nous allons vous montrer quelques images pour vous donner une idée, vous rappeler un peu ce qui s'est passé. Mais d'abord, monsieur Benbouzid. اليوم جتني مراسلة نتاع 1200 طبيب جزائري خضعوا إلى امتحان ومسابقة ونجحوا، هذا كلهم غادروا الجزائر. لكن هذا ماهوش غير الجزائر، الهند كلهم يروحوا في الإلكترونيك وكلش. كندا راهي تنادي الدول هذه، ماهوش غير الجزائر، كل الدول. مصر شوف عدد المصريين اللي يروحوا يغادروا. هنا نتكلم على الجزائر، نتكلم على اليوم
Docteur Tarek Arab, vous avez raison tout à l'heure de dire que nous ne souhaitons pas noircir le tableau, mais nous n'avons pas d'autre choix que de dire ce qu'il en est de ce secteur. À votre avis, est-ce qu'il est possible, je ne sais pas, de mettre ce secteur un temps soit peu aux normes? Est-ce qu'il est possible de redresser la situation? Et si oui, comment faire? Alors, déjà, si on regarde le budget qui est prévu pour ce secteur de la santé, il se rapproche du budget de Wizarat al-Moudjahidine. Donc, c'est assez surprenant. On fait un comparatif avec des systèmes de santé performants. Je prends l'exemple du système coréen, par exemple, que j'aime bien, ou le système allemand. Système coréen, en 2017, j'ai regardé rapidement un peu leurs chiffres. Le budget qui est consacré, il est de 33% du budget national, qui équivaut à plus de 100 milliards de dollars. Donc, si vous mettez 3,5 ou 4 milliards de dollars, il ne faut pas espérer grand-chose. Vous consacrez 2,5 ou 3 milliards de dollars pour Wizarat al-Moudjahidine, qui ne produit rien du tout. Moi, personnellement, je me pose la question, pourquoi avoir ce ministère-là? Donc, il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait un système moderne. J'ai pas l'impression qu'on parle des choses qui sont en rapport avec un système moderne. Par exemple, les hôpitaux numériques, la digitalisation dans les hôpitaux, l'archivage électronique des dossiers. On voit le pauvre médecin en train de courir pour retrouver des dossiers dans les archives. Le médecin on est dans l'ère de l'échographie qui est le stéthoscope du médecin actuellement, donc ça s'est démocratisé actuellement, tout le monde peut utiliser l'échographie et on reste toujours avec l'exercice de la médecine avec un stéthoscope et puis on vous laisse vous débrouiller juste après le diplôme. Mais non, c'est pas la médecine moderne. Le médecin a besoin d'avoir déjà un confort pour travailler, il a besoin d'un salaire décent, il fait le comparatif avec ses voisins marocains et tunisiens, leur salaire est 3-4 fois plus important que son salaire, et par-dessus tout ça, il se fait tabasser par les policiers, là vous avez montré des images assez choquantes, il se fait cracher dessus par des familles de patients parfois, et donc toute cette pression psychologique sur lui fait que la première chose qui traverse sa tête, c'est de partir et de quitter très loin pour retrouver cette sérénité et cet épanouissement à la fois sur le plan intellectuel et en même temps avoir un salaire décent et puis que ce bonheur-là soit partagé avec sa propre famille. Donc, si vous mettez pas les moyens qu'il faut, aussi des formations continues, des plateaux techniques adaptés, des systèmes numérisés, un Internet avec un haut débit, si vous mettez pas tous ces moyens-là, vous ne pouvez pas aller très très loin. Pardon de vous interrompre. Le Conseil des ministres vient de déclarer qu'il a décidé de la construction d'un hôpital moderne en partenariat avec l'Allemagne et le Qatar. Qatar qui est en soi un peu l'équivalent d'une daïra en Algérie, peut-être même d'une commune, et qui vient donc à la rescousse de la puissance régionale, de la force de frappe pour lui construire un hôpital. Mais est-ce qu'un hôpital va suffire ou est-ce qu'ils vont le construire juste pour eux, pour s'y soigner et ne plus faire jaser dans les chaumières au sujet de leur prise en charge? Un hôpital, ils envisagent de construire un hôpital. Vous avez répondu à la question. Un seul hôpital, effectivement, c'est insuffisant. Et le détail de cet hôpital-là qui va être construit, va être équipé comment? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme spécialité? Le nombre de personnel? Est-ce qu'il y aura des
des plateaux techniques adaptés. Est-ce que cet hôpital-là va être suffisant pour 40 millions de personnes? Moi, je ne crois que ce que je vois. Donc, il y a eu énormément d'annonces. Par exemple, pendant la période Covid, on nous a annoncé un hôpital chinois qui va être construit en l'espace de temps très, très court avec 5000 personnes qui vont y travailler. Ça, on l'a pas vu. Donc, moi, je ne crois que ce que je vois. Et je dirais qu'un seul hôpital est insuffisant. Le gros problème, c'est pas un hôpital à construire, c'est un système à revoir, c'est un système de santé, c'est un système d'assurance maladie à revoir, c'est un système de mutuelle, c'est un système qui protégerait les pauvres, qui protégerait tout le monde. Donc actuellement, la médecine n'est pas si gratuite que ça. Vous voyez les patients en train de courir avec des ordonnances vers les pharmacies, acheter plusieurs médicaments et payer tout de leur poche et se retrouver après à être remboursé de 100 dinars ou de 200 dinars. C'est ridicule. Merci, docteur. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Docteur Nora Bekkouch, vous avez le mot de la fin. C'est le dernier tour de micro. À votre avis, est-ce que nous pouvons partir sur une note optimiste? Est-ce qu'il est permis d'espérer? Est-ce que la situation est susceptible d'être redressée? Et si oui, comment? Il y a de l'espoir, mais comme a dit Tarek, on n'a pas besoin d'un hôpital, on a besoin de construire un système de santé. Pour pouvoir construire ce système de santé, il faut construire l'État algérien civil, non militaire, un État de compétences, un État de droit. On ne peut pas, tout est lié. La santé, elle est pas, elle est liée au système, cette gouvernance de l'Algérie. Donc tant qu'il y a ces gens-là, comme les militaires à la tête, comme ce Tebboune qui est complètement à côté de la plaque, comme tant qu'il y a ce système-là, on ne peut rien construire. Néanmoins, il y a de l'espoir. L'espoir, c'est de bâtir l'Algérie sur de bonnes bases, donc sur le droit, la liberté, et après, la santé, comme les autres systèmes, c'est une politique, une stratégie, un budget, des moyens, et voilà, et que chacun voilà ses compétences-là pour en bâtir l'Algérie de demain, y compris le système de santé. Docteur Nora Bekkouch, merci infiniment. Docteur Hussein Ait Mohand, merci beaucoup. Docteur Tarek Arab, merci beaucoup. Docteur Abdelhamid Mhenni, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.